Mes beaux-parents avaient laissé le mot sur la porte de la chambre de ma fille de 5 ans. Nous avons donné ton chien. Ta cousine ne voulait pas l'avoir dans les pattes. Ne fais pas de scène. Elle m'a montré le papier en pleurant hystériquement, car ce chien était sa meilleure amie depuis des années. Lorsque je les ai appelés, ma belle-mère a déclaré, elle s'en remettra. Mon beau-père a ajouté, c'est juste un chien stupide. Quand je suis arrivée chez eux pour exiger qu'on me rende le chien, ma belle-sœur m'a giflé violemment. Par avant qu'on appelle la police, a-t-elle sifflé. Ma belle-mère m'a alors attrapée par les cheveux et m'a poussée dans les escaliers. Dégagée de notre propriété. Mon beau-frère m'a donné des coups de pied alors que j'étais au sol. Ta fille ne mérite pas ce chien. Je me suis relevée et je suis partie sans riposter. J'avais pris ma décision. Le lendemain matin, on a frappé à leur porte et ils ont commencé à hurler. Le mot avait été écrit au feutre rouge. Ces lettres dures et délibérées me fixaient tandis que ma fille tremblait dans mes bras, serrant le papier comme s'il pouvait ramener sa meilleure amie. Ses petits doigts tremblaient alors qu'elle le tendait, des larmes coulant sur son visage en rivière qui semblait interminable. Ruby était avec nous depuis qu'Iris avait 2 ans, c'était un chiot Golden Retriever qui avait grandi aux côtés de ma petite fille. Elles avaient tout partagé ensemble, les premiers pas dont elles pouvaient se souvenir, les mauvais rêves, les anniversaires, les jours de maladie, les matins joyeux et les nuits calmes. Mon mariage avec David avait pris fin 8 mois plus tôt, après que j'eus découvert qu'il volait sa propre entreprise pour financer une addiction aux jeux d'argent. Le divorce avait été laid, rempli d'avocats et d'accusations. Mais j'étais partie avec la garde principale de notre fille, Iris. Elle n'avait que 5 ans et essayait de comprendre pourquoi papa ne vivait plus avec nous. Ruby était devenue son ancre durant ces mois turbulents, la seule présence constante qui ne changeait jamais ni ne disparaissait. Ce chien dormait au pied de son lit chaque nuit, la suivait de pièce en pièce pendant la journée et s'asseyait patiemment pendant qu'Iris lisait ses livres d'images à voix haute. Les parents de David ne m'avaient jamais approuvé dès le début. Ils pensaient que leur fils s'était marié en dessous de son rang, que je n'étais pas assez éduquée ou sophistiquée pour leur précieux garçon. Sa mère, Constance, faisait des remarques cinglantes sur mon travail d'institutrice à l'école primaire. Son père, Warren, reconnaissait à peine mon existence lors des réunions de famille. Sa sœur, Pamela, me traitait comme une domestique chaque fois que nous nous croisions. Son frère, Gérald, m'ignorait complètement à moins d'avoir besoin de quelque chose. Le divorce n'avait fait qu'intensifier leur mépris. Ils me blâmaient entièrement pour les problèmes de David, refusant d'accepter que leur enfant chéri ait le moindre défaut. Selon eux, je l'avais poussé à jouer en étant difficile et peu solidaire. Peu importaient les preuves, les relevés bancaires, les aveux qu'il avait faits au tribunal. Rien de tout cela ne comptait pour la famille Walsh. J'étais la méchante dans leur récit soigneusement construit, et ils s'assuraient que je le sache. Le week-end dernier, David avait demandé si Iris pouvait passer la nuit de samedi chez ses parents. Il prétendait avoir un engagement professionnel important le dimanche matin et avait besoin qu'il la garde. Contre mon meilleur jugement, j'avais accepté. Iris aimait passer du temps avec ses cousins, et je pensais qu'une nuit seule me donnerait peut-être le temps de rattraper mon retard dans la correction des copies. Ruby allait toujours là où allait Iris, alors j'avais préparé son sac de nuit avec la nourriture du chien et ses jouets préférés. Le dimanche après-midi arriva sans aucun appel de David ou de ses parents. J'envoyai un SMS demandant quand récupérer Iris, mais je n'obtins aucune réponse. Des heures passèrent avant que David ne réponde finalement par SMS, maman et papa la ramèneront vers 18h. Quelque chose semblait anormal dans son ton, la brièveté de son message, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me dérangeait exactement. Iris franchit la porte à 18h15, sans Ruby. Elle était pâle, silencieuse et ne me regardait pas directement. Les parents de David n'étaient pas entrés. Ils l'avaient simplement déposée sur le pas de la porte et étaient partis avant que je puisse poser la moindre question. Ma fille alla directement dans sa chambre sans parler, ce qui était tout à fait contraire à sa personnalité habituellement bavarde. Je lui laissai 15 minutes avant de la suivre à l'étage. C'est là que je la trouvai assise sur son lit, fixant le mot scotché sur sa porte. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Nous avons donné ton chien. Ta cousine ne voulait pas l'avoir dans les pattes.
Ne fais pas de scène. Il n'y avait pas de signature, pas d'explication au-delà de ces phrases froides et méprisantes. Iris leva vers moi des yeux dévastés. Sa voix sortit en sanglots brisés alors qu'elle demandait où était passée Ruby, pourquoi il l'avait emmenée alors qu'elle devait revenir. Je n'avais aucune réponse. La rage m'envahit si intensément que mes mains tremblaient en sortant mon téléphone. Constance répondit à la 3e sonnerie, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. J'exigeais de savoir ce qui était arrivé à Ruby et où il l'avait emmenée. Elle rit, un véritable rire, avant de répondre que la fille de Pamela trouvait le chien ennuyeux pendant le dîner. Ils ont décidé de résoudre le problème en appelant la fourrière pour faire retirer Ruby de la propriété, dit-elle. Juste comme ça, comme s'ils discutaient du ramassage des ordures. Elle s'en remettra, dit Constance avec désinvolture. Les enfants sont résilients. La voix de Warren se fit entendre en arrière-plan, assez forte pour que je l'entende clairement, c'est juste un chien stupide. Ma vision se brouilla de rouge. Je leur dis que j'arrivais immédiatement pour récupérer Ruby, ou qu'il l'ait emmenée. Constance raccrocha sans un mot de plus. J'appelai ma voisine pour surveiller Iris, expliquant qu'il y avait une urgence mais que je serais bientôt de retour. Le trajet jusqu'au domaine des Walsh prit 20 minutes agonisantes à travers la circulation du soir. Leur maison se trouvait derrière des grilles en fer dans un quartier exclusif où les maisons commençaient à 2 millions de dollars. Je sonnai à l'interphone à plusieurs reprises jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Le portail s'ouvrit et je remontai la longue allée circulaire, le cœur battant contre mes côtes. Chaque seconde semblait une éternité alors que je pensais à Ruby, effrayée et confuse dans un refuge, se demandant où était passée sa famille. Pamela ouvrit la porte avant que je puisse frapper. Son expression se tordit en quelque chose de laid dès qu'elle me vit debout là. Je commençai à expliquer que j'avais besoin d'informations sur le refuge qu'ils avaient appelé, que je voulais récupérer Ruby immédiatement, qu'ils n'avaient aucun droit de donner le chien de ma fille. Elle ne me laissa pas finir. Sa main se leva rapidement et percuta violemment ma joue, la gifle résonnant à travers le hall en marbre. Par avant qu'on appelle la police, siffla-t-elle entre ses dents serrées. Des étoiles dansèrent devant mes yeux sous l'impact. Je trébuchai en arrière, manquant de tomber dans les escaliers du perron. Constance apparut de l'intérieur de la maison, bougeant plus vite que je ne l'avais jamais vue faire. Elle attrapa une poignée de mes cheveux et tira violemment, utilisant cette prise pour me pousser en bas de l'escalier en pierre. Mon genou heurta le sol en premier, puis mon épaule, la douleur explosant dans les 2 articulations alors que je roulais. Gérald sortit de nulle part alors que je gisais au bas des marches, essayant de reprendre mon souffle. Son pied percuta mes côtes à 2 reprises avant même que je puisse comprendre ce qui se passait. Chaque coup chassait l'air de mes poumons et envoyait de nouvelles vagues d'agonie à travers mon torse. « Ta fille ne mérite pas ce chien », ricana-t-il en armant sa jambe pour un autre coup. Je roulai sur le côté avant qu'il ne puisse l'asséner, me relevant péniblement malgré la douleur. Chaque instinct me criait de riposter, de leur faire mal comme il m'avait fait mal, à moi et à Iris. Mais quelque chose m'arrêta. Peut-être était-ce la conscience que la violence ne leur donnerait que des munitions contre moi. Peut-être était-ce la caméra de sécurité que j'avais repérée au-dessus de la porte du garage. Quelle qu'en soit la raison, je me retournai et marchai vers ma voiture sans donner un seul coup de poing. Le trajet de retour fut un flou de larmes et de rage. Mon corps pulsait à chaque battement de cœur, des bleus se formant déjà sur ma peau. Iris dormait quand je rentrai, ma voisine lui ayant donné à dîner et l'ayant aidée à se préparer pour le lit. Je la remerciai profusément, puis passai l'heure suivante assise dans ma cuisine avec des poches de glace et un appel à mon avocate. Ma voisine, Madame Patricia Greenwood, avait observé la situation avec une inquiétude croissante. C'était une infirmière à la retraite de 70 ans, quelqu'un qui vivait dans notre rue depuis 40 ans et connaissait les affaires de tout le monde. Quand je revins à la maison ce soir-là, elle jeta un coup d'œil à mon visage et commença immédiatement à poser des questions. Ses instincts professionnels prirent le dessus alors qu'elle examinait mes blessures avec des mains douces mais fermes. Ce n'est plus seulement une histoire de chien, dit-elle doucement, prenant soin de ne pas réveiller Iris à l'étage. C'est une agression. Ces gens ont franchi toutes les limites imaginables. J'acquiesçai, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge.
Patricia me fit du thé pendant que j'étais assise à la table de la cuisine, tout mon corps endolori. Elle demanda si je voulais qu'elle appelle la police sur le champ, mais je lui dis que je devais d'abord parler à mon avocate. La compréhension remplit ses yeux alors qu'elle pressait mon épaule en signe de soutien. Après son départ, je restais seule dans la lumière tamisée de la cuisine, repassant en boucle tout ce qui s'était passé. La gifle brûlait encore sur ma joue. Mon cuir chevelu était sensible là où Constance m'avait tiré les cheveux. Les coups de pied de Gérald avaient laissé mes côtes hurlantes à chaque respiration. Mais pire que toute douleur physique était l'image du visage dévasté d'Iris lorsqu'elle m'avait montré ce mot. Comment pouvait-on être aussi sans cœur envers un enfant ? Ruby n'était pas juste un animal de compagnie pour ma fille. Ce chien avait été là pendant le divorce de ses parents, pendant les nuits solitaires où son père lui manquait, à travers chaque peur et triomphe de l'enfance. Elles avaient grandi ensemble au sens le plus vrai, liées d'une manière que les gens sans animaux ne pourraient jamais pleinement comprendre. La famille Walsh avait arraché le sentiment de sécurité et de sûreté d'Iris sans une seconde pensée. Rachel Harris avait géré mon divorce avec une compétence féroce. Elle écouta pendant que j'expliquais tout ce qui s'était passé, posant des questions pointues sur l'agression et la disparition de Ruby. Sa voix devint d'acier quand je terminai l'histoire. Prenez des photos de chaque blessure, ordonna-t-elle. Documentez tout. Je déposerai des requêtes d'urgence dès la première heure lundi matin. Le voyage à l'hôpital prit 3 heures du début à la fin. La salle d'urgence était bondée du chaos habituel du dimanche soir, un enfant avec un bras cassé à cause du skateboard, un homme âgé avec une douleur thoracique, un adolescent qui avait eu un accident de voiture. Je restais assise dans la salle d'attente, avec une sensation surréaliste, comme si je regardais ma vie de l'extérieur de mon corps. Une infirmière appela enfin mon nom et je la suivis dans une salle d'examen. Le docteur Angela Winters était plus jeune que je ne l'imaginais, probablement au début de la trentaine, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Elle écouta mon histoire sans interruption, son expression s'assombrissant à mesure que je décrivais chaque agression. Son examen fut minutieux et professionnel, mais je pouvais voir la colère couver sous son détachement clinique. Elle avait clairement déjà traité des cas de violence domestique et savait exactement quelle documentation était nécessaire. Ces blessures correspondent à tout ce que vous avez décrit, dit-elle en prenant des notes dans mon dossier. Le schéma des ecchymoses sur vos côtes montre clairement que vous avez été frappé à terre. Les contusions sur votre épaule et votre genou correspondent à une chute dans les escaliers. Le gonflement du visage est typique d'une gifle main ouverte avec une force significative derrière. Chaque mot semblait validant et horrible en même temps. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que la nuit s'était réellement produite. La famille Walsh vivait dans sa bulle de privilèges où les conséquences ne les atteignaient jamais. Ils s'en étaient toujours tirés avec leur cruauté parce que l'argent et le statut social les protégeaient de la responsabilité. Mais ce soir, ils étaient allés trop loin, avaient laissé trop de preuves, m'avaient blessé d'une manière qui ne pouvait être ignorée ou justifiée. Le docteur Winters me prescrivit des analgésiques et des relaxants musculaires, me prévenant que les bleus empireraient avant de s'améliorer. Elle me donna également les coordonnées d'un groupe de soutien local pour la violence domestique, même si je lui expliquais que ce n'était pas une situation domestique au sens traditionnel. Sa réponse me resta en tête, la violence est de la violence, peu importe qui l'inflige. Vous avez été agressé par des membres de votre famille sur leur propriété après avoir tenté de récupérer l'animal volé de votre fille. C'est de la maltraitance. Et vous méritez du soutien pour gérer ce qui s'est passé. Les officiers de police qui arrivèrent étaient une étude de contraste. L'officier James Mitchell était plus âgé, probablement proche de la retraite, avec des cheveux gris et un visage marqué suggérant qu'il avait tout vu au cours de sa carrière. Sa partenaire, l'officier Lindsay Torres, semblait fraîchement sortie de l'académie, impatiente et attentive alors qu'elle prenait des notes. Ils écoutèrent mon récit avec une concentration professionnelle, posant des questions détaillées sur le timing, les actions spécifiques et les mots exacts prononcés. La mâchoire de l'officier Mitchell se serra quand je décrivis Gérald me donnant des coups de pied alors que j'étais à terre. C'est une agression avec intention de causer des blessures corporelles, dit-il. Combiné aux autres attaques, nous parlons de multiples accusations criminelles graves, félonie.
L'officier Torres photographia mes blessures sous tous les angles, le flash de son appareil me faisant grimacer chaque fois qu'il se déclenchait. Elle était douce et s'excusait, expliquant que de bonnes preuves photographiques seraient cruciales pour les poursuites. J'appréciais sa gentillesse, la façon dont elle me traitait comme une personne plutôt que comme un simple numéro de dossier dans leur système. Ils prirent des copies de tout, le mot cruel laissé sur la porte d'Iris, les dossiers médicaux fournis par le docteur Winters, les photographies que j'avais déjà prises à la maison. L'officier Mitchell m'assura qu'il rendrait visite au résident Walsh dès la première heure le lendemain pour prendre des dépositions et potentiellement procéder à des arrestations selon ce qu'il trouverait. Les caméras de sécurité que j'avais remarquées sur leur propriété soutiendraient mon histoire ou les condamneraient davantage. Les gens comme ça pensent qu'ils sont intouchables, dit l'officier Torres alors qu'il se préparait à partir. Ils croient que l'argent et le statut les placent au-dessus de la loi. Votre affaire leur montrera le contraire. Je rentrai chez moi vers minuit pour trouver Patricia encore éveillée, assise dans son salon avec les lumières allumées pour pouvoir guetter ma voiture. Elle vint immédiatement quand je m'engageais dans mon allée, insistant pour m'aider à entrer. Mon corps s'était raidi pendant la visite à l'hôpital, rendant chaque mouvement douloureux et maladroit. Elle m'installa sur le canapé avec plus de poches de glace et des couvertures, puis vérifia Iris à l'étage avant de partir pour la nuit. Le sommeil fut impossible malgré les analgésiques. Je restais éveillée à tout repasser en boucle, me demandant comment j'expliquerais à Iris que ses grands-parents, sa tante et son oncle faisaient face à des accusations criminelles. Comment dire à une enfant de 5 ans que des membres de la famille qui étaient censés l'aimer avaient choisi la cruauté à la place ? Le divorce avait déjà ébranlé son monde. Cette situation menaçait de le briser complètement. Le lundi matin arriva gris et froid, correspondant parfaitement à mon humeur. Iris se réveilla en demandant des nouvelles de Ruby, et je dus lui dire que nous travaillions à la ramener à la maison, mais que cela pourrait prendre un peu de temps. La déception dans ses yeux faillit me briser. Elle était si jeune, si vulnérable, si dépendante des adultes pour prendre les bonnes décisions et protéger ce qui comptait. La famille Walsh l'avait laissée tomber de toutes les manières possibles. Patricia vint garder Iris pendant que je rencontrais Rachel à son bureau en ville. L'immeuble de l'avocate était tout de verre et d'acier, moderne et intimidant d'une manière qui me faisait me sentir petite. Son bureau d'angle donnait sur la ville, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue qui coûtait probablement plus cher par mois que ce que je gagnais en un an. Mais Rachel elle-même était chaleureuse et concentrée, me faisant signe de m'asseoir pendant qu'elle examinait les photographies et les rapports médicaux sur son écran d'ordinateur. « Ça va devenir moche », dit-elle sans préambule. La famille Walsh va riposter durement. Ils prétendront que vous les avez provoqués, que vous étiez en violation de propriété, que vous faites de fausses accusations pour gagner l'avantage dans la situation de garde. Nous devons être prêtes pour l'assassinat de caractère et les coups bas. Je n'en attendais pas moins d'eux. La famille de David n'avait jamais joué franc jeu, n'avait jamais admis de faute, n'avait jamais accepté la responsabilité de quoi que ce soit. Ils avaient déformé chaque situation pendant le divorce pour se peindre en victime et moi en ex-femme vindicative. Ce serait pire parce que des accusations criminelles et une peine de prison potentielle étaient sur la table. Rachel esquissa sa stratégie avec une précision militaire. La modification de la garde en urgence arguait que la complicité de David dans le vol du chien et l'agression subséquente démontrait un manque de jugement et une incapacité à protéger Iris de sa famille. Les ordonnances de protection créeraient des barrières juridiques empêchant tout contact ou harcèlement ultérieur. Les plaintes pénales mettraient la famille Walsh sur la défensive, les forçant à engager des avocats coûteux et à traiter avec le système judiciaire. Le procès civil viendra plus tard, expliqua-t-elle. Une fois que nous aurons des condamnations pénales, l'affaire civile deviendra beaucoup plus facile à prouver. Nous pouvons poursuivre pour détresse émotionnelle, frais médicaux, traumatismes causés à Iris et dommages-intérêts punitifs pour leur cruauté délibérée. Des chiffres commencèrent à apparaître sur son bloc-notes juridique alors qu'elle ébauchait des montants de règlement potentiels. Mes mains tremblaient légèrement en regardant ces chiffres. Je n'avais jamais eu d'argent en grandissant, je ne m'étais jamais mariée pour la richesse, malgré ce que la famille Walsh croyait sur le fait que j'étais une croqueuse de diamants. L'idée de les tenir financièrement responsables semblait à la fois terrifiante et satisfaisante.
Rachel contacta également la fourrière pendant que j'étais assise dans son bureau. La conversation fut brève mais productive. Elle utilisa sa voix d'avocate, celle qui faisait que les gens se redressaient et prêtaient attention, expliquant la situation avec Ruby et exigeant des informations sur le statut actuel du chien. Je retins mon souffle pendant qu'elle écoutait son interlocuteur, surveillant son visage pour des indices sur ce qu'on lui disait. « Elle est toujours là », dit Rachel après avoir raccroché. Ils ont signalé le cas comme suspect lorsque l'histoire de la famille Walsh ne correspondait pas aux situations typiques de chiens errants. Ruby avait un collier avec des médailles, était clairement bien soigné et ne montrait aucun des comportements associés aux vrais chiens errants. Le refuge l'a gardé au-delà de la période normale de 3 jours pendant qu'ils enquêtaient. Le soulagement m'envahit si intensément que les larmes commencèrent à couler avant que je puisse les arrêter. Ruby était vivante, en sécurité, nous attendant. La meilleure amie de ma fille n'avait pas été adoptée, ou pire. Nous pouvions la ramener à la maison, là où était sa place. Rachel me tendit des mouchoirs et attendit patiemment que je me compose assez pour continuer la réunion. La visite au refuge eut lieu cet après-midi-là. Iris sautillait dans son siège auto tout le long du trajet, bavardant sans arrêt sur toutes les choses qu'elle ferait avec Ruby quand nous la récupérerions. Elle voulait lui donner des friandises supplémentaires, la laisser dormir dans le lit au lieu d'au pied de celui-ci, jouer à la balle dans le jardin pendant des heures. Son excitation était contagieuse, repoussant une partie de l'obscurité qui s'était installée sur moi depuis dimanche soir. Le refuge animalier du comté était situé dans une zone industrielle en périphérie de la ville, un bâtiment bas en béton qui sentait le désinfectant et la nourriture pour chiens. L'employé à l'accueil me reconnut immédiatement suite à l'appel de Rachel. Son badge indiquait Suzanne, et elle sourit avec compassion en affichant les informations de Ruby sur son ordinateur. Nous savions que quelque chose clochait avec cet abandon, dit Suzanne en nous conduisant vers les chenils. Les gens qui l'ont amené étaient nerveux, changeaient constamment leur histoire sur l'endroit où ils l'avaient trouvée. L'un d'eux a prétendu qu'elle était dans leur jardin, mais un autre a dit qu'elle errait dans la rue. Leurs histoires ne concordaient pas. Et le chien n'était clairement pas un errant. La zone des chenils était bruyante d'aboiements et de l'écho des sols en ciment. Iris me tenait la main fermement, ses yeux scannant chaque enclos que nous passions. Puis nous atteignîmes le chenil de Ruby, et ma fille commença à pleurer des larmes de joie. Ce magnifique Golden Retriever se jeta contre le grillage, la queue remuant si fort que tout son corps bougeait avec. Elle nous reconnut immédiatement, gémissant et grattant la barrière entre nous. Suzanne déverrouilla la porte, et Ruby bondit directement dans les bras d'Iris. Les retrouvailles furent tout ce que j'avais espéré. Désordonnées, émotionnelles, parfaites. Ma fille s'assit par terre en serrant ce chien tandis que Ruby lui léchait frénétiquement le visage, toutes deux tremblant de bonheur. D'autres membres du personnel s'arrêtèrent pour regarder, plusieurs d'entre eux essuyant leurs propres yeux devant la scène. La paperasse prit 20 minutes. Suzanne annula tous les frais associés au séjour de Ruby, disant qu'elle était juste heureuse de voir le chien réuni avec sa vraie famille. Elle fournit également une documentation écrite sur l'abandon suspect de la famille Walsh, complétée par des images de sécurité les montrant en train de déposer Ruby. Cette preuve serait utile dans les affaires pénales, une preuve supplémentaire de leur cruauté délibérée. Iris refusa de lâcher la laisse de Ruby tout le long du chemin du retour. Elle s'assit sur le siège arrière avec un bras autour du cou du chien, parlant constamment de combien elle lui avait manqué et comment elle ne serait plus jamais séparée. Ruby écoutait attentivement, ses yeux bruns fixés sur le visage d'Iris comme si elle comprenait chaque mot. Le lien entre elles était visible et puissant, rendant les actions de la famille Walsh encore plus incompréhensibles. J'avais suivi les instructions méticuleusement, prenant des photos sous tous les angles sous des lumières vives. Les bleus semblaient pires qu'ils ne le sentaient, un violet foncé s'étendant sur mes côtes et mon épaule. Ma joue était enflée là où Pamela m'avait frappé, et mon cuir chevelu me faisait mal suite à l'attaque de Constance. Rachel m'avait aussi conseillé d'aller aux urgences pour un dossier médical officiel, alors j'avais réveillé ma voisine une nouvelle fois avec de profuses excuses et m'étais dirigée vers l'hôpital. Le médecin urgentiste m'examina minutieusement, documentant chaque blessure avec une précision clinique. Elle demanda si je voulais déposer un rapport de police. Je dis oui.
2 officiers arrivèrent dans l'heure, écoutant attentivement pendant que je racontais les événements de la soirée. Ils prirent des copies des dossiers médicaux et des photographies, promettant de faire un suivi avec la famille Walsh immédiatement. Lundi matin, Rachel déposa 3 actions en justice distinctes. Premièrement, une modification de la garde en urgence basée sur la complicité de David dans l'agression et le vol du chien. Deuxièmement, des ordonnances de protection contre toute sa famille. Troisièmement, des plaintes pénales pour agression, coups et blessures, et vol de propriété. Elle contacta également la fourrière pour localiser Ruby. Le chien avait été emmené au refuge du comté tard samedi soir. Selon leur dossier, la famille Walsh avait prétendu que Ruby était un chien errant qu'ils avaient trouvé errant sur leur propriété. Le personnel du refuge était devenu immédiatement soupçonneux lorsque Rachel expliqua la vraie situation. Ils avaient gardé Ruby au-delà de la période standard de 72 heures parce que quelque chose dans l'histoire ne collait pas pour eux. Ma belle-fille était toujours là à nous attendre. Je conduisis au refuge dès l'ouverture, Iris sautillant dans son siège auto avec un espoir désespéré. Le personnel amena Ruby en quelques minutes et les retrouvailles furent tout ce dont j'avais rêvé. Ma fille jeta ses bras autour du cou de ce chien, sanglotant de soulagement tandis que Ruby lui léchait frénétiquement le visage. Nous la ramenâmes à la maison où était sa place, et Iris refusa de la quitter des yeux pendant les 3 jours suivants. Mardi matin arriva avec des nouvelles qui me firent sourire pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Rachel appela pour signaler que la police s'était rendue à la résidence des Walsh lundi soir pour signifier les ordonnances de protection et prendre des dépositions sur l'agression. Constance, Warren, Pamela et Gérald reçurent tous des citations pour agression et coups et blessures. David reçut la notification de l'audience de garde d'urgence prévue pour mercredi. La réaction de la famille Walsh à la visite de la police fut apparemment spectaculaire. Selon l'officier Mitchell, qui m'appela plus tard dans la journée pour une mise à jour, ils avaient initialement essayé de me refuser l'entrée de leur propriété le dimanche. Lorsqu'ils furent confrontés aux images de sécurité qui contredisaient leurs affirmations, ils changèrent de tactique et m'accusèrent de violation de propriété et de menaces. Les images ne montraient rien de tel. Elles montraient exactement ce que j'avais décrit, une agression non provoquée par plusieurs membres de la famille contre quelqu'un qui essayait simplement de récupérer l'animal volé de sa fille. Constance avait en fait exigé de parler à un chef de police, prétendant qu'elle était harcelée et faussement accusée. Elle cita les noms de plusieurs conseillers municipaux et chefs d'entreprise éminents, des gens avec qui elle jouait au tennis au country club ou servait dans des conseils d'administration caritatifs. L'officier Mitchell dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un s'enfoncer aussi rapidement. Chaque mot sortant de sa bouche aggravait la situation pour son cas. Warren engagea un avocat immédiatement, un avocat de la défense coûteux spécialisé dans la représentation de clients riches faisant face à des accusations criminelles. La première action de l'avocat fut de contacter Rachel, suggérant que nous trouvions un arrangement pour éviter l'embarras d'un procès public. La réponse de Rachel fut magnifiquement directe. La famille Walsh pouvait plaider coupable et accepter sa punition, ou elle pouvait aller au procès et voir chaque détail de sa cruauté exposé en audience publique. Dans les 2 cas, il ferait face aux conséquences. Pamela paya sa caution et commença immédiatement à appeler ses amis, essayant de tourner le récit en sa faveur. Elle prétendit que je m'étais présentée chez eux ivre et agressive, qu'elle s'était seulement défendue quand j'avais attaqué en premier. Malheureusement pour elle, plusieurs voisins avaient des caméras de sonnette qui capturèrent mon arrivée et mon départ. Les images me montraient marchant calmement vers leur porte, puis fuyant après l'agression avec des blessures visibles. Ces mensonges s'effondraient rapidement sous l'examen minutieux. Gérald fut peut-être le plus troublant dans sa réponse. Il dit à la police que je méritais ce que j'avais reçu pour avoir manqué de respect à sa famille et essayé de causer des problèmes. Il ne montra aucun remords pour avoir donné des coups de pied à quelqu'un qui était déjà à terre. Son attitude convainquit le procureur de demander des peines maximales plutôt que d'accepter des accords de plaidoyer. Les gens qui ne montraient aucun remords cessaient rarement leur comportement abusif sans intervention sérieuse. David m'appela mardi soir, la voix tremblante de ce qui semblait être une véritable détresse. Il prétendit qu'il ne savait pas pour le plan de sa famille de donner Ruby, qu'ils avaient agi sans le consulter. Je n'y crus pas une seconde.
Il avait su qu'Iris était dévastée quand il l'avait déposée. Il avait vu ce mot sur sa porte. Il avait choisi le camp de sa famille en restant silencieux et complice. Je n'ai jamais voulu tout ça, dit-il, ses mots se bousculant. Je ne pensais pas qu'il te ferait vraiment du mal. Je pensais qu'il refuserait juste de te dire où était le chien, peut-être te faire un peu suer. Je ne savais pas qu'il deviendrait violent. Ses excuses sonnaient creux à mes oreilles. Il savait exactement quel genre de personnes étaient les membres de sa famille. Il les avait vus me rabaisser pendant des années, faisant des commentaires sournois et me traitant comme si j'étais inférieure à eux. Il n'avait rien fait pour me défendre pendant notre mariage, choisissant toujours la voie de la moindre résistance plutôt que de défendre sa femme. Maintenant, il s'attendait à de la sympathie parce que les actions de sa famille avaient des conséquences qui l'affectaient. Tu les as encouragés, dis-je froidement. Tu leur as permis de prendre Ruby. Tu as laissé Iris s'endormir en pleurant, pensant que son chien était parti pour toujours. Tu as participé à la cruauté envers ta propre fille parce que confronter ta famille était trop inconfortable. L'audience de garde est mercredi à 9h. Sois là ou perds complètement ton droit de visite. Je raccrochai avant qu'il puisse répondre. Ce qui se passait entre David et sa famille n'était plus mon problème. Ma priorité était de protéger Iris et de m'assurer que personne ne pourrait plus lui faire de mal comme ça. Les ordonnances de protection aideraient, mais la modification de la garde était cruciale. On ne pouvait pas faire confiance à David pour prioriser le bien-être de sa fille sur les désirs de sa famille. L'audience de mercredi fut brutale, mais satisfaisante. Le juge examina toutes les preuves, les photos de mes blessures, les dossiers médicaux, les rapports de police, le mot cruel laissé sur la porte d'Iris, les témoignages de ma voisine. L'avocat de David essaya de tout minimiser, prétendant que j'étais vindicative et que j'utilisais la situation pour aliéner leur fils de sa fille. Rachel détruisit cet argument en soulignant que les actions de la famille Walsh démontraient qu'ils étaient un danger tant pour Iris que pour moi. Le juge n'hésita pas. Le droit de visite de David fut immédiatement suspendu dans l'attente d'une évaluation psychologique plus approfondie et d'une thérapie familiale. Les ordonnances de protection contre ses parents et ses frères et sœurs furent rendues permanentes, leur interdisant d'approcher à moins de 150 mètres d'Iris, de Ruby ou de moi. De plus, David fut condamné à payer tous mes frais médicaux liés à l'agression. Mais ce n'était que le début. Les affaires pénales avancèrent avec une rapidité surprenante. La procureure assignée à l'affaire était elle-même une amoureuse des chiens, et la cruauté de ce qu'ils avaient fait à Iris l'enrageait personnellement. Elle fit pression pour des peines maximales, refusant d'accepter tout accord de plaidoyer qui n'inclurait pas de peine de prison. Pamela fut condamnée la première. Les images de sécurité de la maison Walsh la montraient clairement me giflant sans provocation. Elle reçut 6 mois de prison ferme, 2 ans de probation et des cours obligatoires de gestion de la colère. Sa réputation professionnelle en tant qu'agent immobilier fut détruite lorsque l'histoire atteignit les médias locaux. Constance et Gérald tombèrent ensuite lors d'un procès conjoint. Les mêmes images de sécurité la montraient m'attrapant les cheveux et lui me donnant des coups de pied pendant que j'étais au sol. Tous deux reçurent des peines d'1 an, 3 ans de probation et des ordres pour effectuer des travaux d'intérêt général à leur libération. Warren fut condamné comme complice pour avoir encouragé l'agression, recevant 6 mois de probation et une lourde amende. David perdit son emploi lorsque son entreprise apprit la situation. Apparemment, son employeur voyait d'un mauvais œil les employés dont les familles agressaient leurs ex-épouses et traumatisaient de jeunes enfants. Son réseau professionnel s'évapora du jour au lendemain une fois que l'histoire se répandit dans les cercles de l'industrie. L'addiction au jeu était déjà de notoriété publique depuis le divorce, mais ce nouveau scandale le rendit complètement inemployable dans son domaine. Le lendemain matin, après que la police eut signifié ses papiers, je reçus un appel téléphonique d'un numéro que je ne reconnaissais pas. La curiosité me poussa à répondre. La voix de Constance se fit entendre. Non plus froide et supérieure, mais désespérée et paniquée. Elle me supplia d'abandonner les charges, promettant qu'il ne nous approcherait plus jamais, jurant que c'était un terrible malentendu. J'écoutais silencieusement ses suppliques, ses demandes de clémence, la même clémence qu'elle avait refusée à ma fille de 5 ans. Quand elle s'arrêta finalement de parler, je parlais calmement et clairement.
Vous avez traité Ruby de chien stupide. Vous m'avez dit qu'Iris se remettrait de la perte de sa meilleure amie. Vous m'avez agressé sur votre propriété et en avez ri. Maintenant, vous ferez face aux conséquences de ces choix. Adieu, Constance. Warren appela ensuite, puis Gérald, puis Pamela. Chaque conversation suivit le même schéma, panique, excuses, promesses, supplications. Je leur donnais à tous la même réponse avant de raccrocher. David envoya un long SMS rempli d'excuses et de justifications, blâmant le stress et la pression familiale pour son rôle dans tout cela. Je le transférai directement à Rachel sans répondre. Le procès civil que Rachel intenta en mon nom fut le dernier clou de leur cercueil collectif. Elle poursuivit la famille Walsh pour détresse émotionnelle, agression, infliction intentionnelle de préjudice émotionnel, et une douzaine d'autres réclamations que je comprenais à peine. Leurs avocats essayèrent de se battre, mais les condamnations pénales rendaient la défense de l'affaire civile presque impossible. Nous conclûmes un accord à l'amiable pour un montant qui couvrait complètement le fonds universitaire d'Iris, avec beaucoup de reste pour la thérapie et les dépenses futures. Iris commença à voir un pédopsychologue pour traiter le traumatisme de la perte temporaire de Ruby et comprendre pourquoi la famille de son père nous avait fait du mal. Les séances aidèrent énormément, lui donnant des outils pour exprimer ses sentiments et travailler sur ses peurs. Ruby assistait à certaines séances en tant qu'animal de soutien émotionnel, apportant du réconfort simplement par sa présence. La relation de ma fille avec son père demeura compliquée. David fut autorisé à des visites supervisées après avoir terminé 6 mois de conseils et de traitement pour addiction au jeu. Ces visites avaient lieu dans un endroit neutre avec un travailleur social présent, jamais chez ses parents. Iris était initialement résistante, en colère contre lui pour ce que sa famille avait fait, mais progressivement elle commença à lui pardonner à mesure qu'il prouvait par une action cohérente qu'il avait changé. Les ordonnances de protection contre sa famille ne furent jamais levées. Il n'était pas autorisé aux événements scolaires d'Iris, aux fêtes d'anniversaire ou à toute fonction où nous pourrions être présentes. David dut choisir entre assister aux activités de sa fille ou inclure sa famille dans sa vie. Il choisit Iris, ce qui causa une rupture permanente entre lui et ses parents. Selon des amis communs, Constance me blâmait pour avoir détruit sa famille, refusant d'accepter toute responsabilité pour ses propres actions. La carrière immobilière de Pamela ne s'en remit jamais. Elle perdit sa licence pendant sa peine de prison et ne put la faire rétablir après sa libération en raison de son casier judiciaire. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans la vente au détail dans un grand magasin, bien loin de son style de vie luxueux précédent. L'entreprise de construction de Gérald fit faillite pendant qu'il purgeait sa peine, ses partenaires commerciaux l'ayant forcé à partir plutôt que d'attendre son retour. La réputation de Warren dans leurs cercles sociaux fut définitivement ternie, ses copains de golf et amis du country club prenant leur distance avec le scandale familial. Constance souffrit peut-être le plus, non pas des conséquences juridiques, mais de l'exil social. Les femmes de ces organisations caritatives et clubs de jardinage ne voulaient rien avoir à faire avec quelqu'un qui avait agressé sa belle-fille et traumatisé sa petite-fille à cause d'un chien. Les invitations cessèrent d'arriver. Les déjeuners furent annulés. Des amitiés de plusieurs décennies s'évaporèrent. Elle devint une paria dans les cercles mêmes où elle détenait autrefois pouvoir et influence. 3 ans se sont écoulés depuis ce terrible week-end. Iris a 8 ans maintenant, s'épanouit à l'école et est toujours inséparable de Ruby. Les cauchemars ont cessé après la première année de thérapie. Elle sait que ses grands-parents paternels ne peuvent pas l'approcher, et elle est d'accord avec cet arrangement. Parfois, elle demande pourquoi ils ont été si méchants, et je réponds honnêtement sans dire du mal d'eux. Ils ont fait de très mauvais choix qui ont blessé des gens qu'ils auraient dû protéger. David a reconstruit sa vie lentement et douloureusement. Il a trouvé du travail dans une industrie différente, a assisté à des groupes de soutien pour son addiction au jeu et s'est montré fiable pendant les visites. Notre relation ne sera jamais amicale, mais nous avons réussi une coparentalité fonctionnelle pour le bien d'Iris. Il la voit 2 fois par semaine maintenant selon des arrangements de garde modifiés. L'exigence de supervision a été levée après 2 ans de comportement approprié constant. Ruby a 6 ans, légèrement grise autour du museau, mais toujours énergique et dévouée à sa fille. Elle dort au pied du lit d'Iris chaque nuit, comme toujours. Parfois,
Je les regarde ensemble et je pense à quel point nous avons failli la perdre pour toujours. La famille Walsh a essayé de briser le cœur de ma fille en guise de punition pour un divorce et des affronts perçus qui n'avaient rien à voir avec une enfant innocente. Ils s'attendaient à ce que j'accepte leur cruauté en silence, à ce que je les laisse piétiner les limites à cause de leur argent et de leur statut. Ils pensaient que je serais trop intimidée ou impuissante pour riposter. Ce mot sur la porte d'Iris était destiné à humilier et contrôler, à me rappeler qu'il détenait le pouvoir dans cette dynamique. L'agression était destinée à m'effrayer pour me soumettre, à m'apprendre ma place dans leur hiérarchie. Au lieu de cela, ils ont appris qu'attaquer l'enfant d'une mère et blesser son animal de compagnie bien-aimé a des conséquences au-delà de tout ce qu'ils imaginaient. Je n'ai pas riposté physiquement lorsqu'ils m'ont agressé, mais j'ai utilisé tous les outils juridiques disponibles pour m'assurer qu'ils affrontent la justice pour leurs actions. Le système a fonctionné comme il est censé le faire, protégeant les vulnérables et punissant les cruels. Iris m'a demandé une fois pourquoi je ne les avais pas frappés en retour quand ils m'avaient fait mal. Je lui ai expliqué que parfois, être fort signifie choisir de ne pas utiliser la violence, même quand on est en colère et effrayé. Je lui ai dit que le vrai pouvoir vient du fait de défendre ce qui est juste par les voies appropriées, en s'assurant que le mauvais comportement soit traité par des gens dont c'est le travail de gérer de telles choses. Elle a réfléchi à cela un long moment avant d'acquiescer sérieusement. Comme le dire à la maîtresse quand quelqu'un est méchant au lieu de le frapper, a-t-elle dit, faisant le lien dans sa logique d'enfant. Exactement comme ça, ai-je approuvé. Exactement comme ça. La famille Walsh a détruit ses propres vies par arrogance et cruauté. Ils ont perdu leur liberté, leur réputation, leurs relations et leur position dans la communauté. Tout cela est arrivé parce qu'ils n'ont pas pu faire preuve d'une décence élémentaire envers une enfant de 5 ans et son chien. Chaque conséquence qu'ils ont subie découlait directement des choix qu'ils avaient faits, des actions qu'ils avaient entreprises et du mal qu'ils avaient infligé délibérément. Je dors bien la nuit en sachant que Ruby est en sécurité dans notre maison, et qu'Iris est protégée par des ordres légaux qui maintiennent les personnes nuisibles à distance. La justice n'a pas été instantanée, mais elle a été complète et satisfaisante. Parfois, ne rien faire sur le moment signifie que vous pouvez faire tout ce qui compte par la suite.